Hola, de nuevo no vamos a disfrutar de un espectáculo, Bon. creo que también lo ha Bonjour à contado y nouveau. lo ha Je dicho crois también Noa, que ¿no? Noah Y este espacio de l'a las dit Trovades et y Premios cet Mediterráneos espace, Albert Camus siempre ha donc buscado les ser Trovades et un le prix espacio no Albert de Camus ont toujours entretenimiento, ¿no? Sino un espacio cherché de pas reflexión un crítica y espace de à debate. devenir, Y ou seguimos à être, entonces pas ahora un espace de con Font, loisirs, Font mais Planel, plutôt un que espace de conforma réflexion. estos Nous invitados allons pues, que donc son nuestra passer maintenant familia la parole internacional, à nuestros monsieur, especialistas que nos hacen monsieur adentrar Planel, en fait, en la obra y en la vida de des Albert Camus, spécialistes qui nous y amènent Franck donc nos à va a creuser la vie de monsieur permitir Camus. Et comprender Franck mejor va nous cómo permettre de mieux Camus comprendre ha ido jusqu'à quel pasando a point través de su Camus, obra par le escrita biais de de ese monólogo son a œuvre, en ese fait, est diálogo. passé de Doy la ce qui bienvenida pouvait a être un Franck. Muchas monologue gracias. à un dialogue. Donc, je souhaite la bienvenue à Franck. Pues buenos días o buenas tardes a todos. Bonjour ou bon après-midi, je ne sais pas. Je suis feliz vraiment ravie. Je suis ravie d'être avec vous. Je dois remercier Sandra. Je dois remercier Monsieur Moratinos. Je remercie Carlos. Je remercie tout le monde, car tous les amis, car vous êtes des amis des Trovades. C'est le mot qu'on utilise. Alors, je ne vais pas vous parler pendant toute ma conférence, je ne vais pas le faire en espagnol, mais quelque part, je tenais à prendre la parole en espagnol et à vous dire merci beaucoup à vous tous. C'est un espace, celui-ci est un espace où on peut ramener des idées, c'est un espace pour les nouvelles idées, pour des nouvelles pensées, car tel que Sandra a pu nous le dire hier, les Trovades même même si, au fond, il y a un engagement politique au sens large de la politique, mais je vais reprendre en français. Voilà. Non, voy a seguir. Voilà. Alors, je vais vous proposer quelque chose d'un peu hors des sentiers, si on peut dire, et quelque chose qui soit de l'ordre de la promenade. Il est vrai qu'il est difficile de prendre la parole après cette matinée époustouflante. Et je voudrais vous proposer une promenade, en quelque sorte, une promenade, faire quelques pas ensemble. Et en insistant sur un point qui est celui de la musicalité. Je trouvais une phrase de Michel Vinavert, je vous en reparlerai un peu plus tard, qui écrivait dans un des textes qui accompagnent la correspondance avec Camus. Camus n'est pas comme le serait Shakespeare, Dickens, Balzac ou Kafka, le créateur d'un monde, mais il est le créateur d'une musique, ou plus précisément d'un ton, sur lequel il peut enfin dire aux hommes ce qui est évident. Alors, il n'y a pas de vie sans dialogue, il n'y a pas de vie sans persuasion. Je voudrais pour commencer reprendre ces deux phrases, ces deux réflexions qui sont extraites du texte dont on a déjà parlé, qui est la conférence de Camus intitulée Le témoin de la liberté. Et c'est un texte dans lequel se condense la conception de l'engagement de Camus, qui sera développé ensuite dans de nombreux textes, notamment au moment du prix Nobel. Et ce qui est important, c'est peut-être le lien qui est fait entre le métier d'artiste et l'engagement. Alors, on sait que dans les années 50, cette notion d'engagement est extrêmement prégnante, elle est très, très importante. Réflexion au sens aussi d'acte réflexif de la pensée, penser sur soi. Et elle sera constante ensuite dans toute l'œuvre de Camus. Le texte dont on parle, Le témoin de la liberté, a été publié au moment de de la conférence de Camus en 1948, mais il a été republié dans le recueil actuel en 1950, un an avant la parution de L'homme révolté, et c'est important, et presque un an et demi après, et le texte donc, de la salle Pleyel, lui, a été dit, prononcé
un an et demi après l'apparition de La Peste. 1948, c'est une date importante dans l'œuvre de Camus, puisque c'est aussi, en Europe, le début de la guerre froide. C'est le moment où Camus publie une série d'articles, republie une série d'articles qui était parue en 1946, qui s'appelle Ni victime ni bourreau, et qui sera l'occasion d'une, comment dire, vraiment d'une polémique très forte avec un communiste orthodoxe qui s'appelait Dasté de la Vigerie. 1948, c'est aussi la date de la première de l'état de siège, et vous le savez qu'il y aura une mésaventure ou une fortune assez houleuse dans ces représentations. Il y aura notamment un article adressé à Gabriel Marcel, « Pourquoi l'Espagne ?» à propos de situer l'état de siège en Espagne. Donc c'est un moment, ce texte dont sont extraites ces deux citations, il n'y a pas de vie sans dialogue, il n'y a pas de vie sans persuasion. C'est un moment où la polémique est intense et aussi où la production de Camus est vraiment extrêmement riche. Alors, la question de l'engagement qui se pose, elle se pose aussi avec une certaine violence, comme vous le savez. Et l'enjeu est celui de la part de l'art dans l'engagement. Alors, Camus déclare dans son allocution, « Ce n'est pas le combat qui fait de nous des artistes, mais l'art qui nous contraint à être des combattants. » C'est un point essentiel de la pensée camusienne et aussi de sa fécondité pour nous. L'artiste, on le comprend, ne combat pas depuis ou avec des références politiques, religieuses, philosophiques, morales, qui seraient extérieures à lui, mais depuis son art. Mais dire cela, ça peut rester un mystère pour nous tous. Une fois qu'on l'a affirmé, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Et il y a là un mystère auquel on doit pouvoir accéder, ou on peut essayer d'accéder. Et une fois que nous arrivons à concevoir le site d'où parle et depuis lequel s'engage l'artiste, il nous reste à tenter d'y accéder. Sinon, nous accepterions une affirmation un peu comme on accepte une croyance et une doxa. Alors, qu'est-ce qui fait que les paroles de Camus ne s'imposent pas à nous? Ne nous forcent pas à une croyance, à une adhésion comparable à celle que nous pourrions manifester vis-à-vis d'une église ou d'une idéologie. Qu'est-ce qui fait que nous pouvons nous interroger, que nous sommes persuadés qu'il dit vrai, qu'il dit juste, et qu'il a notre assentiment en même temps que nous éprouvons que notre pensée s'élargit, qu'elle s'approfondit et que nous restons libres. Et je crois que pour cela, il faudrait se mettre dans le sillage des mots, comme on se met dans le sillage des bateaux. Je pense toujours Caminante no hay camino, que hace camino al andar, etc. Machado. Le premier de ces mots, c'est le mot de témoin. On en a déjà parlé, l'artiste témoin de la liberté atteste qu'il y a une liberté que l'artiste peut manifester, de laquelle il peut parler pour tous, devant tous. Mais l'idée de témoignage, outre sa dimension d'engagement, vous savez, j'atteste que, en islam c'est le ashhadu anna, j'atteste de la liberté. Mais l'idée de témoignage, outre sa dimension d'engagement, est consubstantielle à la définition même de l'artiste. Vous vous rappelez les premières pages dans Nos Atipasa, il y a un temps pour vivre et un temps pour témoigner de vivre. Il y a aussi un temps pour créer, ce qui est moins naturel. Il me suffit de vivre de tout mon corps et de témoigner de tout mon cœur, vivre Tipasa, témoigner, et l'œuvre d'art viendra ensuite. Il y a là une liberté. Le témoin est avant tout celui qui vit et qui raconte, qui dit d'abord. L'œuvre camusienne nuance dans ses personnages les multiples reflets de cette notion de témoin, depuis le plus silencieux
les plus silencieux en apparence ou les plus banals, qu'on pense aux amis ou aux proches de Meursault, jusqu'à Meursault ou Clamence, qui finissent, eux, par prendre à témoin le lecteur. On peut voir aussi que l'enjeu est celui de la parole, du logos, qui peut nous faire aller vers le dialogos, mais je ne vous proposerai peut-être pas cette piste-là. L'artiste est témoin du monde et des êtres, et cela l'oblige à un regard et à une ouïe très aiguisée, très fin. On peut, dans cet esprit, reprendre les notations des carnets, les petits févrés, les anecdotes, les notations de situation, de paysage, qui entrent ensuite en vibration dans les œuvres de création. Car comme ne cesse de l'affirmer Camus, l'artiste distingue là où le conquérant nivelle. Ainsi, l'artiste au travail exerce-t-il un art de l'écoute, dans la recherche d'une unité qui est harmonie des contraires, mais aussi de libre vie des dissonances, des désaccords, et non une normalisation, un nivellement, une unification. Écouter pour mieux dire et pour dire pour tous. L'artiste restitue alors par son œuvre la qualité de son écoute et de cette écoute qui a fait naître l'œuvre et que parfois l'œuvre fait naître. Et non une normalisation, un nivellement, une unification. Alors, je voudrais, vous verrez dans cette promenade, il y a beaucoup de bosquets et de fleurs que j'aimerais vous faire visiter. Et là, il y a un petit bosquet qui s'appelle Michel Vinavert. Excusez-moi. Et c'est intéressant parce que il y a eu en France la publication de la correspondance de Michel Vinavert avec Camus, bon, qui n'est pas très importante au niveau du volume. Vinavert rencontre Camus en 1946, il a 19 ans. Il reste en relation et Camus l'encourage à écrire. Il publie un premier roman de Vinavert qui s'appelle L'Antôme chez Gallimard. Puis Vinavert continue son chemin en devenant un auteur de théâtre et accessoirement le PDG des rasoirs Gillette. Ça n'a pas de liaison directe. Sauf que Camus un jour lui dit arrachez un peu au rasoir du temps la possibilité d'écrire un peu mieux pour vous. Mais il évoluera vers un théâtre, mais un théâtre qui sera différent de celui de Camus, et leur correspondance est toujours cordiale. Mais un jour, le jeune Vinavert, du haut de ses 20 et quelques années, envoie à Camus une lettre extrêmement critique sur les justes. Et la réponse de Camus est la suivante. « Merci de votre franchise qui me touche plus que tous les discours qu'on me fait ou qu'on m'écrit. » Il continuera d'appuyer le travail de Vinavert et ils exprimeront chacun leurs différentes conceptions du théâtre. Et là, on peut voir un premier exemple d'une qualité d'écoute qui s'élargit à la dissonance, au désaccord. Et pour compléter ça, et non pas du tout pour entrer en concurrence avec qui que ce soit au niveau musical, je voudrais vous faire écouter quelques mesures d'un quatuor que vous connaissez peut-être, qui est le quatuor de Mozart, appelé le quatuor des dissonances. Alors, ce quatuor, vous savez, c'est une des séries des quatuors qui a été dédiée par Mozart à Haydn, en admiration, et que Haydn admirait. Mais avant de l'entendre, je voudrais juste vous donner quelques précisions. C'est que lorsqu'il est paru, qu'il a été imprimé, des musiciens italiens ont demandé de recevoir des copies. Vous savez, on gravait les copies des partitions, puis on les envoyait. Et ils les ont aussitôt retournées à l'éditeur en disant « Non, non, attendez, c'est bourré de fautes, c'est absolument illisible, c'est impossible. » Et l'éditeur a dit « Mais non, non, c'est bien ça. » Une autre anecdote, Haydn jouait ce fameux quatuor devant un prince dont je ne vous prononcerai pas le nom parce qu'il est imprononçable. Et le prince, en colère, se lève et invective les musiciens en leur disant « Vous jouez faux !» Et Haydn prend la partition, la montre
au prince, qui, fou de rage, la déchire, la jette et s'en va. Donc, simplement, vous allez l'entendre, on peut entendre aujourd'hui ce qui était inaudible à ce moment-là. Et l'écoute attentive de la dissonance, du désaccord, je confonds les deux parce que je ne suis pas musicien, et peut-être physiquement ce qui va animer ce qu'on peut dire à propos du dialogue et du monologue. Vamos. Alors voilà, vraiment les premières mesures. Ça semble bien être bien loin de notre sujet, du monologue au dialogue, hein, de l'étranger à la peste, à la pensée de midi, mais peut-être même que nous sommes au cœur même de ce sujet. En effet, un regard rapide peut nous laisser croire que l'étranger, c'est le monologue de Meursault, et puis la peste, ce sont les différents dialogues entre des personnages qui permettraient éventuellement d'établir une typologie du dialogue chez Camus. Mais ce n'est peut-être pas si simple. Parce qu'à première écoute, l'étranger ne nous donne pas à entendre des dissonances vraiment remarquables, bon, à part la scène avec l'aumônier évidemment. Meursault parle, en quelque sorte, laisse parler les autres, sans apparemment vraiment les écouter. Son attention est peut-être éveillée, car, comme il le dit, même sur un banc d'accusés, il est toujours intéressant d'entendre parler de soi. Mais il reste attentif, mais seulement à ce qu'il peut entendre, à ce qui peut l'intéresser. Il s'intéresse à. Ça reste malgré tout un petit peu extérieur. Mais aussi, il peut être attiré, entendre l'émotion. Toujours au moment de la scène avec l'aumônier, vous savez, il parlait d'une voix inquiète et pressante. J'ai compris qu'il était ému et je l'ai mieux écouté. L'attention de Meursault est ainsi éveillée à plusieurs reprises par la dissonance qui apparaît dans le monologue de l'autre. Les personnages peuvent être vus, finalement, dans la lumière de solitude qui se côtoient, chacune dans une sorte de récitatif personnel. Bon. Ce ne sont pas les monades de la mythe, vous savez, qui ne communiquent pas, mais qui interfèrent. Et cette attention, c'est une attention particulière au point de rencontre, de divergence de ces monologues, qu'on peut établir peut-être l'idée d'un sens du dialogue. En effet, les multiples moments de ces monologues peuvent aussi être ramenés à une figure qui me paraît extrêmement importante, qui est celle de la banalité. Le début de l'étranger, vous savez, quand Meursault vient d'apprendre la mort de sa mère. J'ai mangé au restaurant, chez Céleste, comme d'habitude. Ils avaient tous beaucoup de peine pour moi, et Céleste m'a dit « On n'a qu'une mère ». Quand je suis sorti, ils m'ont accompagné jusqu'à la porte. Au niveau banalité, les scènes banales, ça nous paraît exemplaire. L'accord de tous, sans fausse note, avec l'allure de l'évidence, ne peut se dire que dans l'expression de ce qui passe pour être une banalité. Mais la littérature, l'effet de lecture, si l'on peut dire, en même temps qu'il accentue ce qui est dit, ouvre l'espace de ce qui se dit. Cette scène banale, par sa banalité même, dit la compassion pudique, une forme de fraternité humaine, un code de conduite si naturel qu'ils ne doivent pas être décrits. Cette banalité ne peut qu'aboutir au silence,
Ainsi, entre oui et non, le fils devant sa mère, à se taire, la situation s'éclaircit. Il est son fils, elle est sa mère, elle peut lui dire « tu sais ». Là aussi, silence. Et le monologue peut exprimer ce que nous pourrions nommer une sorte de dialogue en accord, de dialogue en assonance. La plupart des dialogues dans l'étranger sont des rencontres ainsi de monologues qui entrent en assonance ou en dissonance. Les uns fusionnent, c'est souvent le cas des proches de Meursault, d'autres mesurent une dissonance, un écart, sans aller vraiment plus loin, et enfin, d'autres ne s'entendent presque pas, voire même sont comme séparés par des vitres, ou d'autres s'ignorent complètement. Les points de connexion avec Meursault sont alors la dissonance, la perception d'une émotion, d'une contradiction, d'un contre-dire, d'une divergence. Et cette figure du monologue, comme accord essentiel dans l'expression qui est le banal, et dont l'aboutissement est le silence, ne doit cependant pas omettre un autre élément essentiel, qui est celui d'un rapport au monde pudique, secret. Cette sensualité qui ne se manifeste que par petites touches trouve une expression culminante en quelque sorte dans la scène, une fois de plus avec l'aumônier, qui est une scène quand même un sommet. Après le départ de ces derniers, vous savez, après la colère de Meursault, il se laisse aller sur sa couchette, s'endort et, à son éveil, des odeurs de nuit, de terre et de ciel rafraîchissaient mes tempes. La merveilleuse paix de cet été endormi entrait en moi comme une marée. C'est alors qu'il peut s'ouvrir à cette fameuse tendre indifférence du monde en conscience. L'enracinement, conscient ou non, est l'élément déterminant qui dit l'accord, le monologue, la figure du monologue dans l'étranger nous permet d'entrer dans cette figure de l'accord. L'élément de dissonance, de désaccord, il y en a un, flagrant, c'est dans cette fameuse scène avec l'aumônier, et c'est le seul moment, vous allez le remarquer, où le narrateur prend son lecteur à témoin. Au moment où il éclate sa colère, je déversais sur lui tout le fond de mon cœur, avec des bondissements mêlés de joie et de colère. Il avait l'air si certain, n'est-ce pas? L'intention de prière qui déclenche sa colère, et on peut risquer le mot, sa révolte, c'est « je prierai pour vous ». Ce « je prierai pour vous », la révolte à ce moment-là pose une limite qui ne doit pas être franchie, et que l'aumônier a franchie sans même le savoir. Mais quelle est cette limite? On peut peut-être se dire ici que accepter, même sans rien dire, ce « je prierai pour vous », c'est aussitôt pour Meursault, malgré lui, devenir le sujet d'une communauté à laquelle il n'appartient pas. Accepter d'être sujet d'un pouvoir qu'il n'accepte pas. S'il accepte le jugement de la justice, il n'en accepte aucun autre. On m'avait seulement appris que j'étais un coupable, j'étais coupable, je payais, on ne pouvait rien me demander de plus. D'une certaine manière, Meursault garde une liberté qui est celle du condamné et fait signe en quelque sorte vers une autre dimension de la thématique du monologue, de la banalité, du silence, qui est celle de la contrainte et du mensonge. Cela en rapport avec une lecture qu'on pourrait avoir de ce que nomme souvent Camus l'homme abstrait, de cet homme déraciné, déplacé, hors du monde, pour lequel il n'y a plus de paysage, plus de monde. Tout comme la peste, dans l'état de siège, le personnage de la peste, le discours de la tyrannie érige le monologue comme seul discours. Vous vous souvenez ce passage de la peste, de l'état de siège et le personnage de la peste, qui dit « silence » ou alors « j'écrase tout, j'imposerai le silence ». Le despote est seul, nivelle tout. Caligula est aussi à l'image de cette solitude pour tous.
Comme le dit Hélicon, avec beaucoup de bon sens et de prudence, je ne suis pas son confident, ce qui serait briser une solitude. Je suis son spectateur, c'est plus sage. Il y a là un retournement total. L'accord devient soumission. La banalité, le langage pour tous et de tous. On peut aujourd'hui renvoyer par exemple au travail de Klemperer, vous savez, sur la langue du Troisième Reich, sur la dévastation de la langue allemande par le nazisme. Donc, l'accord devient soumission, la banalité, le langage de tous et pour tous, et le silence, la règle universelle. Et c'est peut-être là qu'on peut trouver un nœud qui accorde l'artiste à son temps et lui permet de s'engager tout en restant ce qu'il est, artiste, et depuis son œuvre. Parce qu'il sait entendre les signes d'une communauté vivante, il sait aussi entendre et faire ressentir ces mêmes valeurs de la communauté vivante quand elles sont trahies et deviennent l'instrument des théories, des tyrannies et des totalitarismes, parce qu'elles sont retournées finalement contre les hommes. Et il est le seul, à ce moment-là, à pouvoir le faire avec une acuité précise et révélatrice. On peut ainsi lire Caligula, le malentendu, dans cette perspective. Le silence qui règne dès le début du malentendu est le cœur même de la tragédie qui s'y déroule. C'est le silence des solitudes. Le monologue de Caligula, quant à lui, ne fait qu'orchestrer les variations, les arias en quelque sorte, je pense notamment à quand il les fait danser, chanter, etc., de tous les autres personnages, hormis Hélicon, qui reste inébranlablement son spectateur. Mais il n'a pas d'autre solution, seulement, devenu spectateur, il est aussi devenu complice. Il n'y a pas d'alternative, se soumettre ou être complice. L'impossible dialogue naît du renversement des valeurs fragiles, donc du monologue accordé, quand le silence ou le pouvoir font irruption dans le monde. Cependant, ces mêmes valeurs de silence, de banalité, d'accord, peuvent trouver une régénération dans l'écoute elle-même. Non pas dans l'écoute de l'ivresse du pouvoir de l'histoire en marche, mais dans ce qui se dit, dans ce que l'on dit au niveau de chacun, dans le monde des hommes, même au cœur de la tyrannie. Et sur ce point, la peste peut nous apporter un secours. Et c'est notamment le personnage de Rieux. Il écoute, avec ou sans stéthoscope, il est médecin. Il écoute et ne juge pas. Il est alors plus que quiconque au cœur même du désaccord, du fait d'entendre, de toute cette écoute qui fait la fraternité. Comme on peut le deviner, les liens qui unissent les figures du monologue et celles du dialogue sont multiples et complexes. Et dans un certain sens, la peste prolonge et amplifie les thématiques de l'étranger. Je vous fais référence à un texte qui était paru avant la peste, qui a été écrit avant la peste, ou en même temps, mais qui n'est paru qu'après, qui est le Minotaure ou la Halte d'Oran, qui fait un écho à un autre texte qui sera L'été à Alger. Alors, le peuple d'Oran, dans le Minotaure, apparaît finalement assez peu différent de celui d'Alger, dans L'été à Alger. Ce sont les mêmes solitudes en foule, les mêmes figures du monologue que celles qu'on rencontre dans l'étranger. Il y a cependant deux différences essentielles qu'il faut noter. La première, c'est que si Alger s'ouvre sur la mer, sur le monde, comme une bouche ou une blessure, Oran est enfermée sur elle-même. Il insiste beaucoup là-dessus. C'est une ville qui tourne le dos à la mer, même si ses habitants ont l'amour des plages et du soleil, des joies simples comme les Algérois. C'est une ville qui les exile du paysage. Vous vous souvenez peut-être, c'est un printemps que l'on vend sur les marchés à Oran.
La deuxième grande différence est celle de l'histoire. Et là, je reviens à la peste. Dans l'étranger, finalement, c'est un personnage ordinaire qui est au centre d'un événement extraordinaire. Dans la peste, c'est toute une ville, tout un peuple qui doit faire face à l'extraordinaire et convertir, conjuguer ce qui est l'affaire de tous et qui est l'affaire de chacun. Cela multiplie les solitudes et les monologues en autant de personnages. Chacun tente de poursuivre le malheur commun, de poursuivre dans le malheur commun le monologue de sa vie, son récitatif intérieur, le vieil asthmatique, l'homme au chat, et tant d'autres, tous, mais finit par buter sur les circonstances, les nostalgies, la révolte. Peu à peu, cependant, chacun d'entre eux entre en résonance avec les autres, mais à sa manière. Excusez-moi. Face à cette multitude, le point de focal, c'est ce narrateur, héros, chroniqueur, autour duquel gravitent les figures du dialogue. L'important, dit-il souvent, c'est de faire son métier. Et à ce moment-là, vivre une exigence ne s'impose ni ne s'affirme abstraitement, mais se découvre, se formule et s'affirme au fil des dialogues. Car la conjugaison des trois éléments, l'éloignement, le déracinement du monde, l'extraordinaire vécu solitairement et parfois solidairement, et un personnage narrateur qui pourrait dire que, à propos de son métier et de ce qu'il a à faire, un peu ce que disait Camus à propos de son métier d'artiste, disant qu'il était incertain d'être un artiste, mais sûr de ne pas être autre chose. Et on peut généraliser cette phrase à nombre de personnages qui vont s'engager dans le cadre de la peste. Ils sont incertains de quelque chose, mais sûrs en tout cas de ce qu'ils ne sont pas, de ce qu'ils ne veulent pas. Il va sans dire qu'une étude pareille demanderait un peu plus de place. Et je voudrais juste évoquer deux personnages qui sont Rambert et Paneloux. Rieux combat comme il peut, à l'écoute des autres, à l'écoute des symptômes, des signes, et de tout ce qui peut accompagner un médecin pour soigner. Il pourrait cependant faire face à tout cela en étant pris par l'abstraction elle-même. Vous savez, je crois qu'il y a une phrase de Nietzsche qui disait « Ne fixe pas ton regard sur l'abîme, sinon l'abîme finit par fixer son regard sur toi. » Et je voudrais faire une référence qui va faire sourire mes camarades à René Char, qui est une de mes autres passions, et bien entendu, concernant Camus, au billet à Francis Curel, qui est un texte de René Char publié dans Recherche de la base et du sommet, et qui est finalement des billets de résistance que Char a écrit. Et en 1943, au cœur des ténèbres de la résistance, Char écrit « Je veux n'oublier jamais ce que l'on m'a contraint à devenir, pour combien de temps? Un monstre de justice et d'intolérance, un simplificateur claquemuré, un personnage arctique qui se désintéresse du sort de quiconque ne se ligue pas avec lui pour abattre les chiens de l'enfer. » Bien entendu, les circonstances ne sont pas les mêmes. On est au moment où, là, Char écrit cela, au moment où il est dans une lutte, les armes à la main, avec la mort au quotidien. Mais cette réserve elle-même, que l'on peut faire, renvoie à le droit au meurtre, hein, qui pourrait nous renvoyer aussi à bien des pages de l'homme révolté. Mais ce que nous retenons ici, pour notre propos, c'est la fin du texte de Char. Ce personnage arctique qui se désintéresse du sort de quiconque ne se ligue pas avec lui. Rieux, quant à lui, refuse cette intolérance parce qu'il reste obstinément dans le relatif, sans cesse dans l'écoute de la discordance, même si, comme il le marque dans son premier entretien avec Rambert, il peut poser une exigence et ne veut pas la transgresser. Lorsque ce dernier, vous savez, l'informe qui fait une enquête sur
les conditions d'hygiène des Arabes et que Rieu lui demande s'il peut tout dire, sans réserve, Rambert lui explique que pas tout à fait, auquel cas Rieu lui répond, dans ces cas-là, je ne vous aiderai pas. Il faut tout dire. Vous savez, cette fameuse phrase de Melville qu'aimait Camus, la vérité dite sans concession a toujours des bords déchiquetés. Et Rieu lui refuse donc tout net de lui apporter des indications. Ce qui est dit alors clairement, c'est un désaccord. Mais au moment où il le raccompagne, Rambert lui dit « Je crois que je vous comprends ». Et il ouvre l'espace. Il ouvre notre espace qui est celui du plan, comme le dit Rieu un peu plus loin, toujours à propos de Rambert, un plan sur lequel ils pourraient se rencontrer. Une fois de plus, par l'effet de lecture, nous percevons la différence entre ce qui est dit, le désaccord dans un entretien, et ce qui se dit dans cet entretien. Le « je vous comprends » de Rambert ouvre un espace commun. Plus tard, toujours avec Rambert, dans un dialogue, Rieu lui refuse de lui faciliter, en commettant une irrégularité en quelque sorte, de lui faciliter la possibilité de partir. Colère de Rambert, et Rieu lui dit que c'est comme ça, c'est pas autrement, mais on a peut-être un plan où on peut s'entendre. Réponse de Rambert, je le crois, virgule, après un silence. Oui, je le crois malgré moi, et malgré tout ce que vous m'avez dit. Il hésite, mais je ne puis vous approuver. Et on retrouve tout au long des dialogues cette référence au désaccord, écoutés ensemble, qui ne proclame pas de vainqueur, qui laisse chacun sa liberté de ne pas approuver. Certes, il y a des accords, mais en écoutant ce désaccord, chacun écoute aussi les raisons de l'autre et en nourrit sa propre réflexion. Ainsi, Rieu, se disant « Le journaliste avait raison dans son impatience de bonheur, mais avait-il raison de m'accuser de vivre dans l'abstraction quand je suis mes journées à l'hôpital ?» On retrouve cette même écoute de la dissonance du désaccord dans l'échange Rieu-Panelou. Vous savez, au moment où le fils du juge Othon meurt devant eux, Rieu se tourne vers Panelou avec violence et lui dit « Celui-là au moins était innocent, vous le savez bien ». Puis il rejoint Panelou un peu plus loin pour s'excuser, lui présenter des excuses pour ce coup de colère. Et à ce moment-là, le dialogue s'instaure entre eux, écoutant leurs différences. Panelou, à un moment, dit à Rieu « Et pourtant, je ne vous ai pas convaincu ». Et Rieu finit par distinguer le point de convergence, risquons l'expression, je ne sais pas comment on va pouvoir la traduire, mais en français, elle a un sens très large, le lieu commun. Je pense à la banalité. Le lieu commun. Et ce lieu commun, ils sont ensemble, oui, le lieu commun, ils sont ensemble pour souffrir contre la mort et combattre la mort et le mal. Et cela pose une fraternité que Rieu exprime en disant à Panelou, Dieu lui-même ne peut nous séparer. Alors, moi, j'y vois aussi beaucoup d'humour dans cette formule et en même temps une force vraiment incroyable. Et le dialogue ainsi n'est jamais un jeu de confrontation dialectique d'idées, mais une recherche constante, commune, du lieu commun qui fait fraternité à hauteur d'homme. Et le premier pas, c'est le pas qui va conduire à la persuasion. Il n'y a pas de vie sans persuasion. Cependant, comment identifier ce qui rend vivante et fidèle cette persuasion? Persuader, est-ce que ça veut dire, serait-ce convaincre? Mais convaincre, c'est venir à bout de l'autre, le vaincre, l'entraîner avec soi. Cette persuasion n'est pas victoire. Elle consiste
non pas ramener vers soi, vers une abdication. Persuader, ce n'est pas convaincre, c'est rejoindre. Je suis assez fier, c'est de moi celle-là. Il me semble que c'est là le silence et à ce moment-là, on revoit le silence apparaître comme jouant un rôle essentiel. Vous savez, il y a une phrase de Tarrou dans ses carnets, que cite Rieu, évidemment. C'est au moment du malheur qu'on s'habitue à la vérité, c'est-à-dire au silence. Et le silence ponctue tous les dialogues tout au long de la peste, comme autant de marqueurs, de haltes, de moments suspendus, de recherches communes, de réflexions, d'accords, d'assonances. Il joue un rôle qui donne la mesure, une sorte de rythmique de la pensée, mais aussi de la rencontre libre et réfléchie. Alors, parce que je crois qu'on ne faut pas trop traîner, lorsque Rambert annonce à Rieu et à Tarrou que finalement il a renoncé à partir et qu'il va se joindre à eux, il leur dit, il est heureux de leur dire. Personne ne répondit et Rambert parut s'impatienter. Alors il presse un petit peu des questions pour qu'ils finissent par lui dire bon, on est quand même content que tu restes avec nous. Il les questionne, mais ni l'un ni l'autre ne répondirent encore. Le silence dura longtemps jusqu'à ce qu'on approcha de la maison du docteur. Oui, ce silence, c'est celui de l'accord, des êtres accordés, mais qui laisse Rambert à sa liberté. Tout comme auparavant, Rieu lui avait conseillé de se dépêcher s'il voulait quitter la ville, Rieu prend acte de la volonté de Rambert, mais lui laisse sa liberté. Il peut, le lendemain, finalement changer d'avis. Le silence qui accueille la décision de Rambert peut passer pour une indifférence. Rappelez-vous, la place de l'indifférence dans l'œuvre de Camus. Alors qu'il est affirmation de la volonté de garder intacte la liberté de chacun, la liberté de l'autre, toujours ouverte, exactement à l'opposé de ce qui se passe quand on accueille quelqu'un dans un embrigadement par des hurrahs et des chansons. Nous pouvons voir ici s'esquisser la fécondité d'une réflexion sur le monologue et le dialogue, si on accepte l'idée que chaque être vit, dans sa singularité, une sorte de monologue intérieur, essentiel. Il se doit d'écouter, d'entendre les dissonances comme les assonances qui l'entourent et le touchent. Mais elles sont la vie elle-même. Et parfois, le chant du monde, j'y pensais ce matin en entendant les oiseaux et les bruits d'activité autour. Mais, écoutons autour de nous, tout est dissonance. L'unité que nous donnons à toutes ces dissonances, c'est nous qui la créons. Ne serions-nous pas chaque matin, en buvant notre café dans notre jardin, des artistes? On peut le croire. Parce que écouter de manière non unifiante, eh bien, c'est le monde absurde. C'est le monde de la dissonance qui reste dissonance. Je repense à Mozart. S'ouvrir donc à la tendre indifférence du monde, c'est peut-être aussi s'ouvrir au champ de dissonance qui constitue ce monde. Et d'une certaine manière, être attaché au monde, c'est être attaché à la dissonance et savoir sans cesse l'écouter. Et nous sommes tous finalement dans ce monologue intérieur que nous pouvons appeler notre conscience, notre individualité, notre intimité. L'assonance dans l'étranger s'exprime dans la banalité, parfois dans l'insignifiant. Vous savez à quel point l'insignifiant est important pour Camus. Il a voulu faire une anthologie de l'insignifiant. Mais notre hypothèse, finalement, c'est que le retournement de l'enchaînement, quand le silence est imposé, la banalité confisquée, le monologue normé, le chemin de l'asservissement, il est tracé à ce moment-là. Et c'est le ressort des tyrannies. C'est ainsi à ce carrefour que se situe l'artiste et auquel il peut répondre depuis son œuvre. C'est parce que ce sont les mêmes éléments de l'humain qui sont centrés sur l'œuvre et qui sont asservis dans les tyrannies que le combat peut être à hauteur d'homme, en même temps rester le combat de l'artiste. Alors,
peut retrouver, nourrir ce type d'analyse aussi par tout ce qu'on peut lire dans le chapitre Révoltéard de L'Homme révolté, et le point culminant, bien entendu, qui synthétise, mais au sens qui met ensemble plutôt, c'est cette pensée de midi. Et donc, la communauté est faite finalement de rencontres, des monologues, de récitatifs que nous sommes tous, et dans un dialogue avec tous. Je voudrais finir, mais c'est promis, très vite, par un point qu'on ne mesure pas toujours. C'est qu'il y a deux manières de l'appréhender, ce point. Soit on se lance dans la génétique des textes, qui est quand même pas évidente, soit on adopte plutôt une autre recherche qui est plutôt irrationnelle, qui est celle de la musique que joue en nous une œuvre que l'on aime. Et cette idée, c'est que nous savons que les œuvres ne s'écrivent pas dans la chronologie dans laquelle nous les lisons, ou plutôt dans la chronologie, je dirais, des dates de parution. Vous savez que Camus, comme d'autres, on n'écrit pas à la peste, puis ensuite, quand on a fini, on passe au suivant. Beaucoup de choses se font en même temps. Et on pourrait imaginer, penser à des strates souterraines qui se mélangent, qui glissent les unes sur les autres, qui créent des capillarités entre le livre en train de s'écrire, un autre qui est en gestation, une ébauche d'écriture dans les carnets, une correspondance, une polémique dans le journal, et puis son récitatif intérieur d'être humain singulier et pas forcément toujours d'artiste, et des capillarités entre tous ces niveaux, un peu, vous savez, comme il y a des masses d'eau dans la mer, qui sont plus ou moins chaudes, plus ou moins chargées et qui, au gré des vagues, au gré de la thermodynamique, etc., se mélangent, ne se mélangent pas, glissent les unes sur les autres. C'est peut-être ça, la vie de l'artiste, qui fait que le travail d'une œuvre pour arriver à l'unité qui crée une œuvre qui n'existait pas, demande une concentration extrême, et cette même capillarité qui va nourrir l'œuvre peut circuler de l'œuvre vers la parole publique, ou vers l'engagement, ou vers l'attitude de l'artiste, et finalement de l'homme. Ainsi, on ne peut détacher de l'œuvre que nous lisons tout ce qui peut être écrit en même temps qu'elle, mais en même temps, il y a peut-être à penser de quelle manière l'œuvre qui s'écrit s'inscrit aussi dans l'expression en apparence hors d'elle de l'artiste. Je pense à, de nouveau, la virulence de la polémique avec Dacier de la Vigerie. Dans Victime et bourreau, il écrit la peste à ce moment-là. Et je ne peux pas résister, il termine le premier article par « Ce qui pourrait vous arriver de pire serait de voir triompher ce que vous avez essayé de défendre devant moi. Car ce jour, vous aurez sans doute raison, au sens où ce monde misérable l'entend, mais vous aurez raison au milieu du silence et des charniers. C'est une victoire que je ne vous envierai jamais. » Et finalement, la thématique du monologue, et à la fin du deuxième article, Camus laisse encore la porte ouverte. Est-ce qu'il y a un lieu commun? Est-ce qu'il y a un plan où on peut se rencontrer? Et je crois que la thématique du monologue et du dialogue est ainsi au cœur même de ce qui peut nous permettre de mieux comprendre le lieu, le site dans lequel se situe l'artiste dans son œuvre, et à partir duquel il peut s'engager véritablement. Et de ce point de vue-là, la pensée camusienne est exemplaire, aussi bien par son exigence, mais aussi par cette fraternité envers ce lecteur que nous sommes, qui le reconduit, qui nous reconduit sans cesse au cœur de notre liberté et de notre silence. Merci.
Merci beaucoup, Franck. Muchísimas gracias. Pues nada, ahora Merci tenemos beaucoup, nuestra Franck. pausa Maintenant, nous de allons comida. donc faire une pause pour le repas de midi. Il est 2 heures, mais bon, on se retrouve tous à 4h30. On va ouvrir un dialogue, donc passer d'un art à l'autre. Nous vous remercions. C'est vrai que la situation actuelle nous oblige vraiment à faire très très attention quand on bouge, quand on sort, quand on rentre. Et bon, je pense que je peux m'arrêter là et on se retrouve tous à 4h30. Merci.